les organisateurs et je ne reprends pas le préambule qui a été tout à fait clair de la part d'Emmanuel Garnier. Je le remercie pour cette rampe de lancement qu'il a offert finalement aux quelques données que moi je vais vous révéler, puisque comme il vous l'a indiqué, je vais essayer de vous montrer ce que l'on peut réaliser dans le cadre régional. J'ai envie de dire en mettant en action les méthodologies et en mobilisant les archives qui vous ont déjà été plus ou moins présentées par Emmanuel. Alors mon travail, il s'inscrit dans les activités d'une association qui s'appelle l'Université populaire du littoral, qui a été développée depuis 4 ans sur le littoral charentais, vendéen et même du nord de la Gironde. Et dans ce cadre-là, on va avancer tout de suite. Il y a eu à de nombreuses reprises accueil de stagiaires. Il y en a qui sont dans la salle. Je salue Nathalie Gillois que je vois et que je salue affectueusement, dans la mesure où une partie le début des données, en tout cas dont je vais parler aujourd'hui, c'est bien elle qui, sous ma direction, les a collectées et les a mises en musique en quelque sorte. Alors derrière ce graphique, il y aurait des tableaux que j'aurais pu vous montrer évidemment à l'appui de ma démonstration. Mon premier objectif était de vous montrer quel est le type de connaissance que l'on a des submersions, puisque je parle bien moi aussi des submersions qui sont des effets des surcotes dans le centre-ouest français. Ce travail commencé depuis 2011, il aboutit aujourd'hui à la constitution d'une base de données où on a 120 submersions qui sont répertoriées, qui ont touché donc des territoires entre le Médoc et le pays de Guérande, donc un petit peu au nord de l'estuaire de la Loire. Et ces 120 submersions, à l'appui de leur documentation, on a environ 180 références, donc 180 documents différents, et vous allez voir effectivement que ces documents, à la manière de ce que vous disait tout à l'heure mon collègue, ces documents ne sont pas tous d'égale qualité. Ceux dont il faut se défier peut-être le plus, eh bien on irait les chercher, malheureusement je dirais, dans ce que j'appelle la documentation technique, puisque ce sont souvent des références à des submersions qui sont réalisées dans des préambules de plans de prévention des risques ou des choses comme ça, et qui sont rarement précisément documentées. Il y a également donc la catégorie ouvrage, à l'intérieur de laquelle on pourrait faire des sous-catégories, parce qu'il y a bien là-dedans des ouvrages scientifiques qui citent leurs sources, mais la plupart du temps, lorsqu'on a utilisé donc des références qui viennent de ces ouvrages-là, on les a basculées dans la citation de source, c'est d'ailleurs le dépôt d'archives qui détient le document avec sa cote précise. Donc les documents les plus parlants, ce sont ceux évidemment qui sont sous la catégorie manuscrit. On va retrouver là-dedans donc tout un ensemble de traces qui sont réalisées par des acteurs qui possèdent des biens, du foncier sur le littoral, que ce soit des acteurs religieux ou laïques. On va trouver également des administrations d'État. On va trouver enfin tout un ensemble de documents qui sont liés à la vie municipale ou paroissiale. Ce sont donc les manuscrits, ce sont les archives telles que Emmanuel Garnier vous en a présenté. Et puis, il faut faire un sort particulier à la presse, qui est évidemment très utile, et progressivement également à ce que l'on peut trouver par l'intermédiaire de témoignages, donc d'enquêtes qu'on peut mener aujourd'hui auprès de gens qui ont connu les submersions dont Emmanuel parlait et qui finalement ont eu lieu dans la première moitié du XXe siècle. Et puis, je crois qu'il y a quelque chose de très prometteur qu'on a sous-estimé jusqu'à présent. Ce sont les fonds qui sont, par exemple, conservés dans une institution comme l'Institution nationale de l'audiovisuel, où on a énormément de reportages qui ont été faits a posteriori et qui nous montrent, en tout cas, la richesse donc, de ce type de sources-là. Alors, à partir de ces fonds documentaires, que peut-on faire? Un petit exemple très rapide sur une ville qui est La Rochelle. La Rochelle, dans la base de données, eh bien, elle est signalée par une vingtaine d'événements de submersion différents depuis le début du XVIe siècle. Vous en avez la liste date par date. Et puis, à l'intérieur de ces citations, eh bien, ce qui peut être intéressant, et ça fait écho, je suis très heureux de parler aux côtés d'Emmanuel Garnier aujourd'hui, parce que ça fait écho à la méthodologie qu'il vous a présentée à la fin de son diaporama, on peut effectivement chercher des traces, on peut chercher des indices précis qu'on pourrait qualifier d'évidence, qui vont nous permettre de caractériser une submersion. Alors ça peut être par exemple le fait qu'un objet relativement lourd, du style tonneau, bille de bois ou même navire, ait été emporté jusqu'à un endroit précis du territoire. Et là, par exemple, vous avez, pour la submersion de 1645 à La Rochelle, eh bien, un navire qui est emporté jusque sur un moulin. Nul doute que si on reprend la carte, et il y en a de nombreuses, au moins celle de Claude Masse, par exemple, la plus ancienne, qui nous permettrait de localiser ce moulin à chef de baie, on aurait une idée assez précise, effectivement, de l'endroit où ce navire de 3 à 400 tonneaux est allé s'échouer. Deuxième exemple,
la submersion de 1895, bon, la marée était une des plus fortes de l'année, et puis dans les bureaux du port à La Rochelle, eh bien, l'eau a pénétré avec une hauteur de 20 cm. On est rigoureusement sur la méthodologie proposée et mise en place par Emmanuel Garnier tout à l'heure. Enfin, donc en 1957, février 1957, autre type d'indication que l'on peut mobiliser, lorsque des axes routiers sont coupés, hein, ça va nous donner effectivement un indice précis de site où une certaine hauteur d'eau est arrivée. Et puis le transport d'une laisse de mer, hein, le Varec à 200 mètres de la mer, et puis des familles qui ont été obligées de quitter leur maison envahie par l'eau, là encore avec une adresse plus ou moins précise, hein, route de L'Houmeau. Donc vous voyez qu'on a tout un ensemble d'indices qu'on peut finalement critériser et installer dans un type de graphique. Alors, la typologie de ce graphique est encore en construction, hein, et elle est disponible évidemment pour évoluer. Mais disons que bon, si on reprend donc dans la base de données les 120 événements de submersion, on va avoir parmi nos 180 références qui permettent de les caractériser, on va avoir 53 références qui vont nous donner ce type d'indice. Hauteur d'eau, objets ayant flotté jusqu'à un certain endroit, axes routiers ayant été coupés, maisons ayant été submergées suffisamment pour que les habitants en aient été évacués, etc., etc., etc. De telle sorte qu'avec ces 53 références, eh bien, on peut créer ce petit graphique de fréquence. On a des indices de surcote. Ça veut dire très clairement, hein, l'eau est passée 20-30 cm au-dessus d'un aménagement dont on connaît aujourd'hui l'existence ou qu'on peut documenter à travers les plans anciens. C'est le plus grand nombre d'occurrences, 31%. Et puis ensuite, on va avoir des laisses de submersion, donc plutôt en XY, c'est-à-dire sur un plan, hein, qu'on peut aller localiser sur une carte, par exemple, 19%, ou bien des laisses de haute mer, ce que j'appelle Z sur mon graphique, c'est-à-dire des niveaux d'eau qui nous sont révélés par rapport à un monument. Une église, le perron d'une église, l'eau ayant pénétré au milieu d'un village, etc. Ensuite, on va pouvoir mobiliser à 13% donc, la question des échouages terrestres, les tonneaux, les bateaux, les billes de bois, etc. Donc là encore, on peut s'essayer à les localiser. Et puis, vous le voyez, il y a d'autres catégories. Hein. Et puis, bon, plus on avance dans le temps, évidemment, plus on pourrait mobiliser la donnée marégraphique. On ne la retrouve pas systématiquement citée dans nos sources écrites. Elle existe en tant que telle, finalement, et elle n'est parfois citée à la pluie par des journalistes, notamment, hein, dans le cadre de documentation qui vient de la presse, de façon assez marginale. Alors, pour terminer... J'ai un peu de scrupules à vous montrer ce qu'on peut imaginer autour de ces données-là. Mais en gros, on peut essayer de répondre à ce que l'on peut attendre de ces données historiques en matière de connaissance des niveaux extrêmes. Il y a plusieurs défis. Alors, vous l'avez compris, on peut s'intéresser à la question donc, de la tâche de submersion et à ce moment-là, aller plutôt vers de la cartographie et puis comparer aujourd'hui avec des modèles numériques de terrain les zones où effectivement la submersion a eu lieu, ce qui nous donnera ce qu'exprimait fort bien le diaporama d'Emmanuel Garnier, hein, une vague à minima, une hauteur d'eau à minima. On peut essayer également de caractériser des conditions météo-marines. Donc ça, ce n'est pas en lien direct avec le propos qui est le mien, mais ça donne toujours une bonne perspective finalement de l'environnement dans lequel la submersion a eu lieu. Hein. Donc là, il y a des modélisations de données... la mobilisation de données quantitatives, hein, des choses qui ont été enregistrées en termes de pression, en termes de direction et de force du vent qu'on peut mobiliser. Bon, bien sûr, la composante la plus basique de la hauteur de la marée à laquelle on peut accéder par le module de calcul des marées tel qu'il existe en ligne sur le site du CHOM. Des essais de modélisation de l'atmosphère, hein, Nathalie Gillois en avait réalisé dans le cadre de son stage à l'aide d'un modèle de réanalyse qui s'appelle ENSEL. Et puis tout ça, ça pourrait effectivement déboucher vers une politique mémorielle. Alors à l'heure actuelle, il y a un travail qui est mené dans le cadre du centre d'interprétation Littoralis en Sud-Vendée, notamment en essayant de mobiliser un certain nombre d'indices autour de la collecte de la mémoire, que l'on peut évidemment connecter avec des indices archivistiques. Et puis ça pourrait aller aussi vers des repères de submersion dont on est assez orphelin en France, alors qu'ils existent par ailleurs, mais Emmanuel le dirait mieux que moi, au Danemark ou même au Japon ou ailleurs. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je tiens à remercier également donc, tous les gens qui ont contribué à pouvoir alimenter cette présentation. Hein, bien sûr, donc, les bénévoles de la base de données de l'Université populaire et les stagiaires qui ont contribué à l'alimenter. Cette base de données, je vous ai donné des contributeurs là, qui, parmi les derniers, sont venus apporter des éléments. Hein, Jacques Boucard, qui est docteur en histoire, qui est membre de l'UPLC, Jean-Luc Sarrazin, professeur émérite en histoire à l'Université de Nantes, Gildas Buron, qui était au musée de Guérande et qui s'est passionné pour les questions de paysage du sel. Et puis, j'ai envie de vous dire que l'aventure peut continuer, quoi. Voilà, je vous remercie beaucoup.